Coucou! Moi c'est Adèle et aujourd'hui on va parler de mythologie gréco-romaine, enfin très exactement de meufs badass dans la mythologie gréco-romaine et pour ça j'accueille Charlotte. Salut. Est-ce que tu veux te présenter? Je me définis comme non-binaire lesbienne depuis assez récemment. J'ai pas vraiment de diplôme dans la mythologie, mais j'ai beaucoup d'années de latin et de grec ancien derrière moi. Ouais, puis tu fais pas mal de recherches de ton côté. Parce que je trouve ça trop intéressant la mythologie, mais c'est vrai que ça peut être problématique en beaucoup de points. D'ailleurs, tu voulais faire un point là-dessus peut-être? Ouais, bah en fait, la mythologie, il faut savoir que ça a été créé par des hommes cisgenres dans une société patriarcale, avec des hommes cisgenres pour des hommes cisgenres. Donc en soi, c'est toujours un male gaze permanent, donc c'est toujours problématique, ce qui fait qu'effectivement, la figure de la femme, elle est toujours vue à travers un prisme d'homme. Et d'ailleurs, pareil, sur la mythologie, même si aujourd'hui, nous, par exemple, moi, je vais la regarder avec un regard féministe, queer, actuel, je peux pas non plus parler de notion de genre, par exemple, parce que c'était pas défini de cette façon-là, ni homosexualité, hétérosexualité, donc on va pas vraiment parler de ces questions-là, là, tout de suite, avec les meufs badass dont on va parler. A priori, toutes les personnes dont on va parler sont cisgenres. En tout cas, c'est pas précisé autrement. Donc par défaut, On considère qu'elles sont cis. ouais. Et en plus, les meufs, en général, dans la mythologie, n'ont pas la parole. On n'a pas de renseignements sur leurs sentiments, sur ce qu'elles vivent, etc. C'est juste les hommes regardent les femmes et racontent ce que font les femmes selon eux. Yes! C'est sympa. Là, tu vas nous parler de 3 meufs badass. Ouais. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, je suis une bille totale en termes de mythologie gréco-romaine. Donc du coup, je vais te poser plein de questions. Et peut-être un petit truc. Ah oui, trigger warning, Ouais. peut-être. Parce que la mythologie, bah voilà, c'est un truc fait par des hommes pour des hommes, cisgenres, et je vais arrêter de dire cisgenre parce qu'en fait on va le dire, enfin c'est implicite malheureusement, désolé les adelphes trans. On n'est pas là aujourd'hui. Bon. La femme, dans les récits mythologiques, c'est toujours un objet de narration. Ça veut dire qu'elle sert à dire quelque chose ou à représenter quelque chose. Et la mythologie gréco-romaine adore le sang, le gore, la violence. Voilà. Donc c'est très rare de trouver de la mythologie ou des récits mythologiques sans violence, en tout cas chez les gréco-romains. Du coup, parmi les trigger warnings qu'il va y avoir, il va y avoir voilà, de la violence, notamment des violences conjugales. Voilà. Malheureusement du viol. Et ça, c'est un élément narratif, mais à 99%, quand il y a une meuf dans un récit mythologique gréco-romain, il y a un viol. Mais non. Ouais. C'est assez impressionnant, hein, parce qu'en fait, ça sert la narration, ça sert à quelque chose, tu vois, genre... Genre, c'est cool, ça va être un peu divertissant. En fait, c'est juste, comme on pose pas la question du consentement, en gros, par exemple, Zeus, il dit « Oh, toi, je te veux », puis on va dire qu'il l'enlève ou qu'il la visite, mais on sait pas si la meuf, elle voulait, tu vois. Ah oui. Puis a priori, si c'est un signe qui te dit « Hey, on baise », c'est genre « What ?» Parce que Zeus se transforme en Ouais, cygne. il adore faire ça. Donc c'est vrai que systématiquement, il va y avoir du viol. Là, dans au moins 2 histoires sur les 3, il y a du viol. Autre thème hyper repris en lien avec les femmes, c'est les infanticides. Malheureusement et généralement de façon assez spectaculaire, parce qu'il faut pas oublier non plus que c'est des mythes qui se racontaient au coin du feu, puis ensuite dans des livres qui ont été mis ensuite en pièces de théâtre, enfin c'est des trucs sensationnalistes aussi. Et puis parce que aussi, enfin ce que tu disais, c'est que les femmes, on voulait les diaboliser. C'est ça. Donc du coup, on leur fait faire Des trucs pas des cool. trucs, ouais, Voilà, vraiment c'est pas ça. cool. En Type gros, c'est vrai infanticide. qu'il y a un peu 2,5 modes pour être une femme dans un récit mythologique. Soit t'es belle, t'acceptes d'être baisée, et tu te maries et tu fais des enfants et tu fermes ta gueule et tu fais la plante verte. Soit bah, tu fais pas ça, parce que le héros a besoin de montrer qu'il est super fort, super puissant et qu'il va vaincre par exemple genre la sorcière. Et du coup ça va être une figure repoussoire et il va falloir la punir. On commence par Celle qui dit non ? Eunon. Ouais, Eunon. On s'imagine, on est sur le mont Olympe, et donc les Olympiens font un banquet, ils font une grosse fiesta. Il y a une déesse, malheureusement, qui n'a pas été conviée, qui s'appelle Eris, qui est la déesse de la discorde. Donc forcément, tout le monde l'aime pas trop. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'épisode du jugement de Paris. Donc Eris arrive, un peu pas contente. Ouais, à l'Olympe, normal. genre, Vous m'avez pas invité? Eris arrive et pour se venger, elle a amené une pomme, qu'on appellera ensuite la pomme de la discorde. Elle la jette sur la table et elle dit « Cette pomme est pour la plus belle des déesses ». Sauf que du coup elle a pas précisé laquelle, et comme c'est des mecs qui racontent l'histoire, forcément les meufs se crêpent le chignon. Il y en a 3 en particulier. Il va y avoir Héra, on n'est pas surprise, Aphrodite, on n'est pas surprise,
et Athéna. Ok, bon, dommage. Moi, je sais pas, je les connais pas, donc... Alors Héra, c'est à la fois la sœur et l'épouse de Zeus. Ah oui. Voilà. C'est la déesse du mariage. Et généralement, c'est elle qui fout des grosses roustes à Zeus quand il va voir ailleurs. C'est un peu genre, c'est du vaudeville. Hein. Aphrodite, c'est la déesse de la beauté, et parfois de l'amour. Et d'ailleurs, Aphrodite déteste quand les femmes ne se marient pas. Genre, elle est là, genre, quoi, tu veux pas être amoureuse d'un mec? C'est pas cool, donc généralement elle est connue pour ça. Et Athéna, c'est la fille de Zeus, elle est sortie toute armée de la cuisse de Zeus, ça c'est la légende. Elle est un peu née toute seule en fait. Et c'est la déesse de la sagesse. Donc les trois, on voit la pomme, et comme personne n'arrive à se décider, Zeus, magnanime, dit bon bah on va choisir un juge impartial. Nous les dieux on ne peut pas être impartiaux parce que bah on vous connaît trop les meufs quoi, donc voilà. Les trois déesses et les dieux disent ok on va désigner un humain vertueux et innocent pour décider, et leur choix s'arrête sur Paris. Et Paris, en gros, est fils de roi. Il est décrit comme un éphèbe qui garde des moutons. Il est beau, il est pur, il est innocent, c'est un adolescent en gros quoi. Et du coup, il est fils du roi de Troie, de la ville de Troie. Paris, à cette époque-là, sort avec une nymphe qui s'appelle Eunon. Du coup, les trois déesses vont voir Paris en essayant de faire en sorte qu'ils votent pour lui, quoi. C'est l'Eurovision, ça. Genre, regarde comme moi je suis trop belle, moi je suis trop forte, et tout. Et donc elles lui font une proposition, en fait. Chaque déesse lui dit, eh bien, si tu me désignes comme étant la plus belle, je te donne, machin et tout. La plus importante, c'est Aphrodite, qui dit, Paris, si tu me désignes comme la plus belle des déesses, alors je te donne la femme que tu veux. Genre, en gros, je fais ça, et la meuf de tout le monde que tu veux, elle tombe amoureuse de toi tout de suite. Mais là actuellement, Paris, il est avec Eunon. Ouais. Il sort avec elle pour l'instant. Ouais, et c'est le problème d'ailleurs. Et donc Paris dit ok ben je veux que Hélène la belle Hélène, tombe folle amoureuse de moi et m'épouse. Et il faut savoir que Hélène c'est la femme d'un autre roi, de l'autre côté là-bas. Et donc ben, Aphrodite fait. Hélène tombe amoureuse de Paris, Hélène s'enfuit avec Paris, tu te doutes bien que son mari il est pas content, du coup il déclenche une guerre. Voilà. Et c'est la guerre de Troie. Ah. Tout ça pour une histoire de feste, hein, franchement, voilà. Et donc à côté de tout ça, tu as Eunon, qui est là genre... The fuck. Bon, alors la légende ne dit pas sa réaction, parce que c'est une meuf, ça ne réagit pas, tu vois, ça existe juste, et si ça peut être à poil, c'est mieux. Et donc, la guerre de Troie arrive, il y a plein de gens qui meurent, pif paf pouf, Paris est blessé. Et là, il a une sorte d'éclair de génie, et il se dit « Eh, mais je connais quelqu'un qui peut me soigner. Son nom, c'est Eunon. » En plus, elle me connaît, parce que bon, tu vois, genre, on était ensemble et tout. Donc, il arrive blessé, il se traîne comme ça, en haut du mont Ida, on va dire « Pitié, Eunon, guéris-moi, guéris-moi », parce qu'elle connaît, en fait, elle a un remède qui permet de soigner toutes les maladies. C'est un truc de nymphe. Et donc, elle descend, elle dit genre « Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit genre « Je meurs. » Et alors, normalement, dans la mythologie, quand un mec pleure et il dit qu'il a mal et qu'il va mourir, on le sauve. Et là, Eunon, elle le regarde, elle fait non. Et c'est juste, dans le texte, c'est génial. Et là, genre, c'est vraiment un nope. C'est genre, t'as cru quoi? T'as vu ce que tu viens de me faire? Et ce que tu viens de déclencher? Tu crois vraiment que je vais t'aider? Non, voilà quoi. Donc elle le laisse mourir et elle le regarde mourir. C'est ça qui est hyper important en fait. Pour... Ouais. Là, désolé, c'est un peu violent quoi. Ah ouais, mais quand même. Genre, fallait pas me tromper, hein. Il faut savoir que les femmes dans la mythologie ne sont jamais violentes pour rien. On peut leur reconnaître ça. Et donc voilà, elle le regarde crever. Et puis après, bon bah, faut quand même qu'elle soit punie. Donc comme toutes les femmes un tout petit peu vertueuses, qu'elles soient nymphes ou humaines, bah quand le mec que tu aimes meurt, qu'est-ce que tu fais? Eh bah tu te suicides. Oh non. Ouais, oui. Putain, mais c'est... De toute façon, il y a deux choses, hein. Soit quand une femme pêche, on va dire, dans la mythologie, si elle fait un truc pas bien, soit elle se suicide, soit elle est tuée. Elle s'en sort rarement. Et du coup, en fait, elle se suicide parce que elle s'en veut? Ouais. Bah en gros oui, parce que mine de rien, a priori, Paris c'était son grand amour, tu vois, donc bah forcément, il est mort. Alors elle a gardé ses convictions, et c'est pour ça que je la trouve badass en fait. C'est que voilà, elle va à l'encontre de la norme qui veut que la femme va se sacrifier pour l'homme, ou sacrifier par exemple ici sa fierté, donc elle le fait pas. Elle sacrifie rien du tout, mais par contre elle meurt. De tristesse, je pense, elle se jette en fait du mont. Après, en vrai, je me dis qu'il doit y exister d'autres versions qui ont fait genre des spin-offs où elle est pas là, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on peut faire une version où non, elle se suicide pas. Bien sûr. Après, elle va créer une communauté queer en Ardèche. Tellement. Et donc après, on a celle qui tue. Ok, ouais, celle qui tue, alors attention, c'est très violent hein, ce qu'on va raconter quand même. Parmi celles qui tuent, il y en a beaucoup pour le coup, il y en a pas mal. Globalement, la plupart des femmes de la mythologie qui se rebellent tuent quelqu'un.
généralement des mecs. Celle dont on va parler, elle s'appelle Procné. Donc Procné, c'est, il me semble, une nymphe, encore une fois, et elle a une sœur qui s'appelle Philomèle. Procné, c'est l'aînée, Philomèle, c'est la plus jeune. Procné, elle est mariée, elle épouse un mec qui s'appelle Thérée, il habite à Thrace. Procné habite avec son époux, ça fait longtemps qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Elle lui a donné un fils qui s'appelle Itis, je crois. Ou Ictis, je sais jamais. Putain, c'est ouf, elle lui a donné un fils. Ah bah c'est comme ça que c'est écrit. Oui, oui, bah oui, je me doute bien. Voilà. C'est parce que t'as tellement lu ça, à mon avis, que tu l'as enregistré, mais... Ça fait partie des formules, voilà, genre comme Zeus a visité telle personne, t'es là genre, il n'a pas apporté des cupcakes, hein. Peut-être, mais bon. Et donc, Procné a fait son devoir d'épouse. Du coup, elle dit, voilà, j'aimerais bien revoir un peu ma famille quand même, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand tu quittais tes parents, tu les quittais pour presque toujours, quoi. Sa jeune sœur lui manque. Thérée lui dit, bah écoute, le voyage est quand même dangereux, donc bah je vais le faire pour toi, je vais chercher ta sœur au pire, tu vois, genre, je la ramène chez nous, elle passe les vacances chez nous, il a l'air cool comme ça, hein. Et puis, bah en fait, Thérée, quand il arrive chez les parents de Procné, bon, les parents font aucun problème, hein, genre, oui, vas-y, prenez la gosse, allez. A priori, elle a, je sais pas, entre 11 et 15 ans, quoi, hein, ce qui est assez... Oui, il y a un autre trigger warning qui arrive, du coup. Ah. Thérée tombe amoureux de Philomèle. Alors, quand on dit tomber amoureux dans la Grèce antique, c'est du désir sexuel. Ok. Voilà. Oui, puis il tombe amoureux d'une enfant, quoi. Exactement, oui. Tout va bien. Thérée est donc en voyage. Le voyage dure très long à cette époque-là, il n'y a pas l'avion quand même. Donc il en profite en fait pour s'arrêter et dit je suis vraiment désolée, j'ai reçu des nouvelles, ta sœur Procné est morte. Et genre, il dit ça à Philomèle ? Ouais, c'est ça. Donc Philomèle, toute jeune, tu vois, elle vient de perdre sa sœur, elle le sait pas. Thérée s'installe en prétextant un chagrin immense, voilà, ils prennent, je sais pas, c'est pas vraiment une auberge, mais bon, il est pas pauvre non plus, donc il s'installe quelque part, et il dit, voilà, je t'aime. Donc il l'épouse. Quand il dit qu'il l'épouse, en grec, encore une fois, quand on épouse quelqu'un, ça veut dire qu'on ken. Ouais. Il commence en fait une vie d'époux, quoi. Ouais. On sait pas combien de temps ça dure, mais à un moment, Philomèle se rend compte en fait que Procné est toujours vivante. Ah ouais. Et elle dit à Thérée, écoute, je sais que tu m'as menti et je vais te dénoncer en fait. Donc, déjà, elle a quand même un peu... Ouais. Couronne, Elle aussi, ouais, badass. Ouais. Pauvre Philomèle. Et donc Thérée, en fait, l'enferme et lui coupe la langue. Violence. Et après, il en profite aussi pour la torturer. Enfin bref, c'est vraiment une histoire très sordide. Hein. Ouais, donc il voulait juste la ken et puis après il l'a... Ouais, bien sûr. Bah c'est... Voilà, c'est une question de pouvoir. Voilà, c'est ça. Ouais, question de pouvoir. Domination. Philomèle se laisse pas abattre quand même. Elle veut prévenir sa sœur. Mais elle peut pas parler. Ouais. Voilà. Et puis elle est enfermée. Ouais, et c'est aussi... Ah oui, c'est un des mythes fondateurs. C'est un mythe qui explique un phénomène naturel. Donc ça se passe avant le temps humain. Donc en fait, à cette époque-là, l'écriture n'existe pas, donc elle ne peut pas écrire. Ok. Voilà, donc il n'y avait que la parole. Mais il y avait une autre forme possible, c'était l'art. Et par exemple, à cette époque-là, tu pouvais faire des boucliers qui racontaient toute une épopée. Et c'était très bien fait, enfin, dans le mythe, hein, c'est ce qu'ils disent. Et donc elle a décidé de tisser son histoire. Donc elle fait une énorme tapisserie qui explique en fait tout. Et ensuite elle l'empaquette et elle demande à sa nourrice qui est venue avec elle, hein, qui est enfermée avec elle aussi, la pauvre. La nourrice est chargée de faire parvenir la tapisserie à Procné, ça marche. Procné reçoit la tapisserie, elle la lit, et là, le meilleur moment de la mythologie pour moi, elle est là genre, ouh le connard. Donc elle est très en colère, et elle décide d'aller chercher sa sœur. Alors, autant Philomèle, elle est jeune, elle est jolie, elle est naïve, autant Procné, c'est une badass de ouf. Et donc elle découvre où se trouve sa sœur, et elle vient la sauver. Bon, Thérée était pas forcément toujours là, hein. C'est un homme, tu sais, genre il a une vie sociale quand même. Elle prépare leur fuite, en gros, et elle a amené avec elle son fils, parce que voilà, elle peut pas voyager sans, il est petit. Pour se venger, et pour surtout être sûre de pouvoir s'échapper, elles essaient de monter un plan, et là, la légende dit que son fils rentre dans la pièce, et elle le regarde, et là, elle a de la haine, parce que c'est aussi le fils de Thérée, et elle lui dit « Tu ressembles tellement à ton père ». Bon. Ah mon dieu, c'est horrible. Elle le tue. Comme ce que tu disais tout à l'heure, on diabolise les meufs, donc il fallait bien que là, elle pouvait pas faire la badass jusqu'au bout, quoi. Voilà. Il fallait quand même qu'elle tue son enfant. Donc elle le tue, et elle s'arrête pas là, en fait. Elle le découpe en morceaux, elle le cuisine, et elle le sert à manger à Thérée. Alors il se pose pas du tout la question pourquoi Procné est là. Hein. Ah oui. Genre... aucun problème, genre ok d'accord, deux meufs, super, ouh. Deux sœurs, le rêve. Ça transforme en porno après. Non. Mais non. Donc voilà, et
elle lui fait manger, il s'en rend pas compte. Mais à la fin, elle lui dit, ben voilà, mon gars, tu viens de manger ton fils. Mais mon dieu, ça te me fait horrible. Oui, bah, elle est pas la seule, elles sont beaucoup à faire ça en vrai. Terry est genre, oh my god. Et donc il freeze, en gros, et ça permet aux deux sœurs de partir en courant. Alors qu'elles auraient pu partir tout court. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin de mettre ce passage. Ouais, ils se sont dit, non, là elle est trop gentille là. Ouais. Mais Terry les rattrape, parce que c'est quand même un mec, il est grand, il est beau, il est fort. Pendant leur course-poursuite, les dieux les prennent en pitié. C'est assez paradoxal finalement parce qu'elle fait un infanticide mais Procné n'est pas vraiment puni. Terry, en les poursuivant, est transformé en un oiseau immonde, a priori qui ne va pas se reproduire, donc qui ne deviendra pas un oiseau qu'on connaît aujourd'hui. Philomèle et Procné, elles sont transformées en oiseaux. Philomèle, elle devient une hirondelle et Procné un rossignol. Et en fait, c'est un mythe qui explique la création de ces animaux-là, d'où vient le rossignol et l'hirondelle, et surtout, pourquoi est-ce qu'ils font ce cri-là. Le rossignol, il chante parce qu'en fait, il raconte l'histoire de Philomèle. Il essaie de mettre en garde les gens, genre « Ne les pousse pas !» Quand vous croiserez un rossignol, dites-vous que c'est ça qu'il vous dit en fait, genre « Cours !» Et l'hirondelle, le fait qu'elle ait ce cri genre très strident mais inarticulé, c'est parce que Philomèle n'a plus de langue, en fait. Et voilà. Ça me fait des frissons, c'est ouf. Et donc la troisième. Alors la troisième, c'est The Badass Ultime. Et elle était considérée comme badass à l'époque. Ah ouais? Et oui, c'est l'une des rares. En fait, c'est une guerrière, et dans le sens propre du terme, hein, elle a été formée à la guerre. Alors en gros, son nom c'est Atalante. Avant de parler d'Atalante, faut peut-être que je précise en fait la conquête de la Toison d'Or et surtout les Argonautes, parce que sinon on comprend pas trop bien pourquoi elle fait ça. Les Argonautes, c'est un groupe dans lequel il va y avoir Jason. En fait, c'est à l'initiative de Jason, parce que Jason, c'est un jeune prince, mais son père meurt, c'est son oncle qui assure la régence et son oncle ne veut pas lui rendre le pouvoir une fois qu'il est grand. Et du coup il lui dit bon, mon chéri, t'es mignon, mais là en fait le peuple ne te fera pas confiance parce que tu n'as aucun fait de guerre, mais je peux te proposer une quête dans laquelle tu mourras. Enfin ça c'est le but. Donc l'oncle en gros défie Jason en disant genre t'es pas capable de me ramener la Toison d'Or. Et si tu le fais, bah ok je te laisse le trône. Jason agrège autour de lui plusieurs héros, dont Atalante. Après, ils partent, ils font des aventures et tout. Quand elle est née, son père voulait... c'est un roi. Il voulait un fils, il a eu juste Atalante, puis après sa mère est morte. Du coup, il s'est dit, bah en fait, je veux pas de fille, donc je la mets dehors et je me remarierai avec quelqu'un d'autre. Donc elle est abandonnée dans la forêt. Ouais, bah c'est une meuf de toute façon. Elle est élevée par une ours. Grave stylé. Ouais. Grave stylé. Donc elle grandit dans la forêt et Atalante elle grandit en apprenant à chasser, à se défendre et notamment à courir. C'est là, dans la légende, c'est la femme qui court le plus vite au monde. Et à vrai dire, elle court même plus vite que les mecs. Et donc elle grandit, et puis elle est assez réputée parce qu'elle a des faits d'armes quand même impressionnants. Elle fait partie de plusieurs guerres. Elle rejoint ensuite l'équipage de Jason. Et par exemple, à un moment, ils sont appelés en fait dans la région du Calydon, qui est dévastée par un sanglier envoyé par, je crois que c'est Artémis, qui est pas contente parce qu'on lui a pas fait d'offrande. Et le roi est là genre « Au secours ! On n'en peut plus !» Voilà, le truc est monstrueux. C'est le sanglier le plus gros, le plus fort, le plus rapide qu'on ait jamais vu. En fait, c'est une bête infernale. Du coup, l'équipage des Argonautes dit « Ok, on peut le faire, tu vois. » Sauf qu'ils se retrouvent devant le sanglier, ils paniquent. Alors là, il y a une scène qui est géniale, où en gros, t'as tous les Argonautes qui sont genre « Ah mon dieu, ils se tirent dessus, ils se tuent entre eux. » Mais personne n'arrive à toucher le sanglier, qui est quand même énorme, quoi. Bon. Et il y a juste Atalante qui est en mode genre « Ok, je vais la voir. » Elle lui tire une flèche, elle le blesse. Et le sanglier est blessé, donc il est un peu moins rapide. Et là, il y a un autre qui s'appelle Méléagre, qui fait partie de l'équipage, qui tue le sanglier, qui arrive à l'abattre. Je suis désolée pour nos amis véganes, hein, ouais. Non, c'est triste. C'est triste pour petit sanglier qui avait rien demandé. Bah oui. La mythologie était pas très végane, quoi. Un bon point pour Méléagre quand même, c'est que oui, il a tué le sanglier, donc la gloire lui revient, mais il n'oublie pas de dire « J'aurais jamais pu le faire si Atalante n'avait pas blessé le sanglier avant, donc la dépouille de l'animal lui revient. » Un autre épisode où Atalante arrive, elle apparaît, c'est le banquet funéraire et surtout les jeux funéraires de l'oncle de Jason. Et dans ces jeux, il y a Atalante. Elle fait partie des compétitrices, et notamment à la course, forcément. Et à cette occasion-là, elle retrouve ses parents, en tout cas son père, qui l'accueille avec joie parce que, bien sûr, maintenant tout le monde connaît Atalante. Mine de rien, ça reste une meuf dans la Grèce antique, donc il faut qu'elle se marie.
Ah, elle vient chez lui et puis lui, il lui dit faut que tu te maries. Bah ouais. Et elle lui dit, ok, bon, tu sais quoi, ouais, j'accepte de me marier avec un des prétendants, mais par contre, on va organiser des jeux, et je ne marierai que le mec qui saura me battre à la course. Ce qui est virtuellement impossible, parce que bah, c'est elle la plus rapide. Donc elle est pas conne, tu vois. Bon bah forcément, il y a plein de jeunes gens, parce que bon, elle est quand même super belle, hein, et super forte, enfin elle est grave badass, quoi. Donc tout le monde la veut, et elle est super riche aussi, parce que son père est roi. Donc elle a tout pour elle. Et il y a beaucoup de gens. Hein. Alors Atalante, dans les épisodes, on dit qu'elle vit sa meilleure vie. Elle adore, elle passe sa vie à courir et à battre des gens. Elle est trop contente. Voilà, et puis en plus elle sait qu'elle va gagner, donc c'est un peu cool pour elle. Aphrodite n'est pas contente et veut absolument qu'Atalante se marie. Alors on dit pas tomber amoureuse, mais apparemment c'est censé être pareil. Voilà. Et du coup, elle vient en aide à un des prétendants. Alors il a 2 noms selon les versions. Soit il s'appelle Mélanippe, soit il s'appelle Hippomène. C'est la même personne normalement. Et elle lui dit, ok, tu veux épouser Atalante, bah moi je vais te montrer comment. Il y a un jardin qui s'appelle le jardin des Hespérides, et dedans poussent des pommes qui sont irrésistibles. Tu les vois, tu veux les manger. Et là, on pense à Ève, par exemple, au passage. Et donc, elle dit, voilà, moi, je vais faire en sorte que tu puisses attraper ces pommes-là. D'accord. Normalement, c'est interdit aux humains, donc mais, vas-y, je te fais passer, tu en prends 3, et tu vas courir, et tu vas battre Atalante. Donc, et il fait ça. Moi, je vais l'appeler Mélanippe, parce que je préfère ce prénom. Donc Mélanippe se rend au jeu et s'apprête à partir à la course avec Atalante. Et il a avec lui les 3 pommes, mais il les a cachées. Donc commence la course, forcément Atalante, elle trace quoi. Et Mélanippe fait du mieux qu'il peut, il sait qu'il pourra pas gagner. Du coup, en milieu de course, il laisse tomber une pomme, pas trop loin d'elle, et ça attire l'attention d'Atalante. Mais bon, elle résiste. Déjà, quand même vachement. Donc elle le regarde, ça lui fait perdre un tout petit peu de vitesse, mais elle est toujours en tête. Il continue, et il fait tomber une 2e pomme. Là, tu sens que, ok, t'as route quand même, c'est des pommes désespérées, enfin bref. Les pommes, hein. Cet effet. Ouais, c'est clair, les pommes. Alors que en vrai, c'est pas ouf, hein. Bah ouais, moi j'aime bien la compote. Mais... Bon, et voilà, donc ensuite, ça ralentit quand même vachement Atalante, ça la déconcentre en fait. Donc Mélanippe en profite pour s'approcher de plus en plus, et ils arrivent pas loin de la ligne d'arrivée, et Mélanippe sait qu'il va perdre, et donc il lâche la 3e pomme juste à côté. Et ça oblige Atalante à faire un écart pour l'attraper, cette fois-ci elle ne résiste pas, et donc il passe la ligne d'arrivée très très proche. Donc bah forcément, Atalante n'a qu'une seule parole, hein, elle peut pas se dédire, donc elle est obligée d'épouser Mélanippe, ou Hippomène comme on veut. Mais c'est horrible en plus parce que genre elle a qu'une seule parole, mais c'est face à un tricheur mais quoi. Oui. Mais voilà, c'est et horrible. Genre, mais on n'a pas dit qu'on pouvait pas tricher, hein. En vrai, c'est vrai que ça n'a pas été dit, donc bon, c'est dégueulasse. Oui, bien sûr. Mais ça montre à quel point aussi, voilà, elle est vertueuse, et c'est pour ça qu'elle reste en vie. Enfin, oui, elle reste en vie. Alors il y a plusieurs, ça c'est le mythe en lui-même, et après il y a dû y avoir des spin-offs en fait, c'est un mythe qui a été repris. Elle était très populaire à l'époque. Atalante, tu peux la retrouver sur des poteries, des trucs comme ça, c'est l'une des rares femmes que tu peux retrouver dans des actes guerriers, dans ce qu'on appelle le nu épique, c'est-à-dire qu'elle est à poil, et pour l'époque, être nu c'est être valeureux. Ça veut dire quoi valeureux? Avoir du courage, de la valeur, okay. D'être un héros quoi. Ok. En gros, sur les poteries et sur les mosaïques gréco-romaines, si t'es à poil, c'est que t'es un héros. Ah ouais? Ouais. Ah, maintenant, quand on regarde les publicités, on est genre, hey. Voilà, c'est que de héros, dis donc. Quand les meufs, ces héroïnes, ouais. Ah là là. Ça se trouve, hein. Donc voilà, donc elle est vraiment l'une des rares femmes, même les déesses ne sont pas nues, à part Athéna, parce que c'est une déesse guerrière, mais sinon... les autres sont toujours habillés, donc dans l'une des versions, ils baisent beaucoup, ils sont très actifs, et ils se retrouvent à baiser dans un temple, peut-être celui de Zeus. Et Zeus apprécie pas. Alors que franchement, hypocrisie quoi. Mais bon, il est pas content, ça désacralise son truc, donc il les punit et il les transforme en lions. Voilà, enfin en lion et en lionne quoi. Ok. Et ce serait comme ça que sont nés les lions et les lionnes. Ah. Et c'est pour ça que les lionnes sont super rapides, parce que bah, Atalante. Ok. Elle est cool. Trop bien. Merci pour ces 3 histoires trop stylées. Enfin, même si c'est pas toi qui les as écrits, mais ouais. Tu les as contées. Ouais, elles sont cool. Mais justement, t'es en train d'en réécrire. Ouais, en fait, je pense que comme toutes les personnes queer, quand tu es face à un objet culturel
qui te représente pas, t'as tendance à fantasmer dessus et à faire une sorte de monde parallèle où tu imagines, voilà. Donc moi je fais ça en fait. Il y a plein de mythes où je me dis, et si en fait c'était une Gwyn et puis en même temps je me dis, par exemple, toutes les meufs badass, elles font des actes répréhensibles pour l'époque, genre elles tuent leur mari, elles tuent machin, et du coup bah après elles meurent. Et où est-ce qu'elles vont quand elles meurent dans la Grèce antique, dans la mythologie, c'est aux enfers. Ça veut dire quand même qu'il y a une énorme proportion de meufs badass aux enfers. Ça donne trop envie d'y aller. Tu sais, genre, je suis sûre qu'il y a un congrès féministe là-dedans. Ouais, c'est clair. Ah oui, le Kouristan est aux enfers en fait. Et est-ce que c'est ce qui se passe dans ton histoire ? En partie, ouais. C'est assez... c'est un grand mélange en ce moment, mais ouais, j'essaie de reprendre en fait ces différents mythes racontés par les femmes elles-mêmes, et elles corrigent leurs propres mythes, en tout cas elles le corrigent tel que je le fantasme. Et est-ce qu'il y a les personnages dont tu nous as parlé aujourd'hui, donc en l'occurrence les 3 meufs badass, mais aussi Paris Je fais pas trop intervenir les mecs, il y en a qu'un seul que je fais intervenir, c'est Thésée, parce que Thésée c'est l'archétype du mec cis hétéro blanc qui a l'air féministe, qui se dit féministe, mais en vrai, non, il est problématique. Tu vois, donc je fais intervenir... ce fameux prophème insupportable. Exactement. Mais il y a quand même Zeus. Il y a Zeus, oui, parce qu'il est le personnage central. En fait, le but, c'est que l'objectif, c'est d'empêcher Zeus d'atteindre une humaine en particulier. En gros. Parce qu'il y a une histoire de serment quelque part, il y a un dieu, genre Apollon, qui a juré de protéger cette humaine, on sait pas pourquoi, et je suis pas sûre de vouloir qu'on sache pourquoi d'ailleurs. Du coup, Zeus a prévu d'aller lui rendre visite. Et donc Apollon fait en sorte d'agréger les autres divinités en disant genre franchement, pas une de plus qu'on peut pas laisser faire, il y en a déjà trop dans notre histoire, donc faut que ça s'arrête là en fait. Donc il y a tout le gang déjà des déesses en partie qui vont faire ça, et en plus, en sous-jacent, il va y avoir les fantômes en fait des femmes de la mythologie qui vont partager leur expérience des violences patriarcales avec Hadès pour permettre justement d'arrêter Zeus et de faire d'autres choses aussi. Dans cet espace-là, on va dire qu'aux enfers, Hadès a créé un espace en non-mixité queer choisi. Grave stylé. Voilà, un peu mon rêve, c'est un peu la mutinerie quoi en gros. La mute, ok. Mais bon voilà, et du coup dedans il y a des ateliers, notamment des groupes de parole au début, puis ensuite des ateliers, voilà. Là j'ai rédigé il y a pas très longtemps un truc sur de l'art-thérapie, avec Artemisia Gentileschi par exemple, qui est une peintresse de la Renaissance qui a peint une scène notamment où elle montre une femme qui égorge un mec, Judith et Holoferne. Et du coup, dans cet épisode-là, Artemisia est la prof d'art-thérapie, et Clytemnestre, qui est une meuf de la mythologie qui a tué, qui a égorgé son propre époux pour venger sa fille, donne des conseils en mode genre non regarde, il faudrait plutôt que tu peins. Voilà. C'est drôle. Mais oui, ça fait plaisir. Ça donne envie d'aller en enfer. Ouais, carrément. Bah écoute, trop cool. Merci de nous avoir partagé ça. Merci de m'avoir invité. Oh, ça me fait trop plaisir. Et puis du coup, on se revoit pour une prochaine vidéo. Carrément. Pour 3 prochains mythes. Allez. Trop cool. On parlera de Médée. Ouais. Médée. Épouse-moi. Avec si tu veux.